journal. Concertation nationale de travaux se sont poursuivis lundi dans certains états généraux du forum. Le groupe thématique gouvernance et décentralisation a été assisté par le bureau du présidium. C'était pour se rendre compte de l'évolution du débat. Sur ce plateau, nous serons avec Papi Tamba, un de participants aux travaux pour en parler. Et en justice, Eugène Domindongala à la barre, l'opposant et président de la démocratie chrétienne, a comparu pour la première fois lundi devant la Cour suprême de justice. Il est accusé de viol sur mineur et encourt une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison ferme. Session d'information sur Télé 50. Madame, Messieurs, bienvenue et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, c'est d'abord les concertations nationales. Les travaux n'ont pas été offusqués par l'ouverture de la session ordinaire de septembre au Parlement. Hier lundi, ils se sont poursuivis dans certains états généraux. Une journée qui a été également mise à profit par le bureau du présidium pour se rendre compte de l'évolution des débats dans deux groupes thématiques, celui consacré à la gouvernance ainsi que celui de la décentralisation. Au sujet toujours de ces concertations, nous recevons sur ce plateau Papi Tamba qui prend également part au forum au sein de la Commission économique, finances et secteur productif. Bienvenue. Merci. Alors, première question, du jour après les débuts du forum, comment évoluent les travaux au sein de votre groupe thématique surtout? En fait, au sein de notre groupe thématique, nous parlons du diagnostic et de l'état des lieux, de l'économie congolaise, des secteurs de développement, des secteurs productifs, ainsi que des finances publiques. Justement, l'économie actuellement, c'est l'un des maillons forts de la vie nationale. Et si on en croit tous ces déclarations, stabilité du cadre macroéconomique, conjoncture économique, alors que doit-on attendre concrètement de votre commission? Alors, quel sera votre apport concrètement? Donc, vous savez, l'économie congolaise est en pleine construction. Il y a encore des paradoxes qu'il faut résoudre. Vous parlez des chiffres qui sont encourageants. Vous parlez, par exemple, du taux de croissance qui est encourageant, mais en même temps, il y a une sorte d'inadéquation entre les taux de croissance ainsi que les vécus quotidiens. C'est perçu comme tel, du moins par la population. Et le chef de l'État, c'est ici le lieu de rappeler que le 15 décembre 2012, dans son discours s'il était la nation, avait aussi demandé au gouvernement de faire des efforts pour maintenant essayer un peu de marier les performances économiques ainsi que l'impact au niveau de la population. C'est toutes ces questions-là qui méritent des réflexions en profondeur. Nous avons des gens qui ont des connaissances très approfondies en matière. Nous avons des gens qui vivent au quotidien les réalités économiques de notre pays. On essaie de réfléchir, mais je dois noter ici que je suis personnellement satisfait de savoir que au moins, chaque jour le quorum est atteint, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté des Congolais de s'exprimer, de vouloir apporter leurs propositions, mais en même temps, les débats se passent dans une convivialité, les gens parlent le Congo. Revenons un peu dans votre commission. Alors, s'il y a de réformes ou d'innovations à apporter dans votre secteur, ça sera lesquelles précisément et puis dans quel ordre de priorité? Vous savez, il ne m'appartient pas à moi, par exemple, de dire quelles seront les grandes options retenues. Dans une salle où il y a pratiquement 170 participants, chacun essaie un peu d'apporter sa contribution. Mais ce que je peux retenir jusqu'à ce jour, c'est que nous sommes tous d'accord qu'il faut amorcer des réformes structurelles, de tous les projets économiques qui doivent avoir un impact immédiat à court terme sur les vécus quotidiens de la population. Donc, il faut renforcer notre agriculture, il faut essayer un peu de revoir certaines mesures douanières, il faut que nous essayions de relancer l'investissement. Pour relancer l'investissement, on essaie de regarder les secteurs miniers pour essayer un peu de réduire un peu la fuite des capitaux par rapport à certaines magouilles qu'on peut aussi observer au niveau de la douane. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on essaye. Vous savez, aujourd'hui,
nous sommes à un point où nous devons enrichir l'État congolais. C'est l'État enrichi qui enrichit sa population. Oui. Donc c'est un peu ce que nous sommes en train de faire et de réfléchir. Dernière question d'ordre général, les concertations nationales d'où vous faites partie devront faire route ensemble désormais avec la session ordinaire de septembre. Alors pour certains, ça sera de trop. Est-ce que vous partagez l'avis? Non, écoutez, il ne faut pas se perdre des cadres. De toute façon, si on ne comprend pas bien les cadres ou bien la divergence ou la différence entre les cadres, c'est là maintenant qu'on peut s'embrouiller. Alors s'embrouiller, je pourrais dire inutilement. Le chef de l'État a été clair dans son discours que les concertations nationales n'ont pas vocation de remplacer les souverains primaires. Des gens qui siègent aux institutions les sont par la volonté des souverains primaires, notamment les parlements. Et ils ont leurs compétences régaliennes reconnues par la Constitution. Nous agissons par délégation des pouvoirs. Le chef de l'État, c'est la personne qui a la légitimité la plus étendue dans notre pays et qui délègue une partie de son pouvoir à une durée bien déterminée à des gens nommément désignés sur base des critères de représentativité pour réfléchir et lui rendre compte. Et vous savez qu'en droit administratif, il n'y a pas de délégation sans texte. Donc en l'espèce, nous parlons de l'ordonnance présidentielle. L'ordonnance présidentielle qu'il a convoquée, qui a essayé de définir les thématiques. Et nous devons rester dans ces cadres-là. Nous n'agissons que par délégation du pouvoir directement du président de la République en tant qu'institution. Merci. Donc, il ne faut pas se tromper des cadres. Merci Papi Tamba d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes participant aux concertations dans la Commission économique, financière et secteur productif. Merci beaucoup. Également de l'actualité, cette affaire du kidnapping d'un officier de FARDC, le sergent-major Munanga Kusakana André, enlevé dimanche par des policiers rwandais sur la zone neutre dans la frontière entre les deux pays. Le gouvernement congolais n'a pas tardé à réagir. Pour Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, cet acte est une provocation infantile et d'après des sources militaires confie la radio onusienne, les sous-officiers devraient être libérés. Et c'est mardi, une libération qui tardait toujours aux dernières nouvelles. Nous protestons de la manière la plus ferme contre telles pratiques qui ne sont pas loin du banditisme. C'est quelque chose de totalement inacceptable, surtout que nous ne sommes pas en état de belligérance avec le Rwanda. Une déclaration du porte-parole du gouvernement qui appelle le Rwanda à être sérieux et cesser avec des provocations infantiles. D'après Lambert Mende, le sergent-major Munanga Kusakana était sur la zone neutre couverte par l'extraterritorialité. Il n'a posé aucun acte susceptible de justifier qui se trouve aujourd'hui entre les mains du Rwanda. Aucun fait, aucun événement ne peut justifier que les militaires rwandais le détiennent. Le porte-parole du gouvernement congolais appelle d'un côté la communauté internationale à traiter cet acte avec suffisamment de sévérité et de l'autre côté la population de Goma à ne pas céder à l'exaspération. Des responsables des FARDC au Nord qui vont annoncer lundi que le sergent-major Munanga Kusakana serait libéré ce mardi. Une équipe du mécanisme conjoint de vérification de la frontière de la CIRGL s'est rendue le même jour à Gisenyi, la ville rwandaise frontalière de Goma, où est détenu le sous-officier congolais pour recueillir des informations sur l'incident qui a conduit à son arrestation. Justice, je le disais en titre, Jeanne Diomi Ndongala a comparu lundi pour la première fois devant la Cour suprême de justice. Le président du parti démocratie chrétienne, dont le mandat au Parlement a été invalidé, comparé dans une affaire où il est accusé de viol sur mineur. Il encourt une peine de 20 ans de prison ferme. Tuez-moi au lieu de me juger. Ce sont les premiers mots prononcés par Eugène Diomi Ndongala pour sa première comparution depuis son arrestation le 8 avril dernier. À l'audience qui s'est tenue à huis clos, le président de la démocratie chrétienne, une formation politique de l'opposition qui est apparue affaiblie par la maladie, était face à ces deux présumées victimes qu'il a déclaré ne pas connaître. Tout a commencé au soir du mardi 26 juin 2012, lorsque le père de victime constate que ses deux filles, âgées de 15 et 16 ans, possédaient une grosse somme d'argent depuis quelque temps. Acculées, elles ont fini par avouer à leurs parents qu'elles avaient été abusées par le député Diomi Ndongala. Au siège de la démocratie chrétienne, le garde du corps et la sentinelle auraient confirmé les faits, disant que Jeanne Diomi Ndongala était présent sur les lieux avec ses filles. Et selon certaines sources proches du dossier, une remise de 45 jours a été accordée à Diomi Ndongala, vu son état de santé qui ne lui permettrait pas de se défendre convenablement. S'il est reconnu coupable de faits qui lui sont reprochés, Diomi Ndongala risque entre 7 et 20 ans de prison.
L'actualité en province, on se rend en province orientale. Jean Chrysostome Vahaoumiti, ministre national de l'Agriculture, Pêche et Élevage, séjourne depuis dimanche dans la cité de Bounia, district de l'Ituri. Il s'y trouve pour lancer la campagne nationale de vaccination de bovins. Trésor Mouyumba pour le reportage depuis Bounia. Le ministre national de l'Agriculture, Pêche et Élevage est arrivé dans la cité de Bounia. C'est dimanche 15 septembre 2013 dans l'après-midi. Le ministre Jean Chrysostome Vahaoumiti dit venir lancer la campagne nationale de vaccination des bétails. Ma mission comporte un certain nombre d'aspects, dont le plus important, c'est le lancement de la campagne nationale de vaccination du bétail, particulièrement les petits ruminants, les ovins et les caprins, qui sont actuellement menacés sur l'ensemble du pays par la peste des petits ruminants, mais également la vaccination des bovins, de l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, contre la fièvre afteuse et contre la pneumonie contagieuse des bovidés. Pour cette première étape de la campagne nationale de vaccination, 6 provinces sont concernées, environ 1 million de bovins pour l'Ituri à province orientale, le Sud Kivu et le Nord Kivu, et pour plus de 1 million de caprins et d'ovins pour les provinces du Bas-Congo, du Kasaï occidental et du Maniema. Pourquoi cette campagne sera lancée dans le district de l'Ituri, précisément dans la cité de Bounia? Les statistiques qui m'ont été données par mes services au niveau de l'administration centrale et du ministère m'ont montré qu'en matière de bovins, c'est l'Ituri qui a le plus grand nombre. Et donc ce choix de venir lancer cette campagne à partir de l'Ituri se justifie par cela. Notons que cette campagne sera lancée ce mardi 17 septembre 2013 dans la cité de Bounia, sauf changement de dernière minute. Et au Bandundu, la conférence pour le développement organisée en novembre dernier commence déjà à porter de fruits. Un village de pêche a été créé par le gouvernement provincial, une preuve de la mise en œuvre des recommandations de la conférence qui avait à l'époque souhaité la création d'un programme spécial agricole. Correspondance de Ladouekiom depuis Bandundu. Dans le souci de mettre en application une des recommandations de la conférence pour le développement de la province du Bandundu, organisée en novembre 2012, envisageant la création d'une sous-branche sur la pêche dans le programme Village agricole initié par le gouverneur Jean-Kamissène de Koutouka. Le gouvernement provincial du Bandundu, à travers son programme Village agricole, vient de créer un village de pêche dans le territoire de Mouchi, territoire situé au long de la rivière Lukeni, dans le district de Maïndombe. Pour y rendre effectif, un lot important des intrants de pêche vient d'être remis aux pêcheurs agréés pour accroître leur production. C'est le représentant du coordinateur provincial du programme Village agricole, M. Laurent, qui a procédé à la remise de ces intrants de pêche sous l'œil vigilant de l'administrateur du territoire de Mouchi. Pour M. Laurent, ce village de pêche est un regroupement de structures agréées de pêcheurs à la base et vise principalement l'augmentation de la production de la pêche pour le bien-être de la population. Les pêcheurs sont regroupés en ménages de pêche et bénéficieront au début de chaque saison de pêche des intrants pour qu'à la fin de chaque saison, les 1/3 de leur production soient remis au gouvernement provincial. Pour les pêcheurs de ces coins de la province, c'est un ouf de soulagement car certains parmi eux continuent à utiliser les moustiquaires imprégnés de certitude dans leur travail de pêche et à la même circonstance, ils ont avoué de cesser avec ces pratiques en civique. Pour la population de Mouchi, c'est une joie immense de voir le gouvernement provincial penser aux pêcheurs de leur territoire, mais aussi de voir que à Mouchi soit créé un village de pêche expérimental pour toute la province. Depuis la ville de Bandundu, la Douékion pour les 50. Dans le reste de l'actualité, en Italie, le navire Costa Concordia a été redressé. Le processus a démarré lundi, s'est conclu avec succès ce mardi. Après une vingtaine d'heures de manœuvre, le paquebot était désormais en position verticale et sa stabilité est assurée à l'aide de caissons géants remplis d'eau. Il devrait ensuite être remorqué vers un chantier de démolition. Et l'actualité internationale nous conduit aux États-Unis. Washington est sous tension depuis hier. Une fusillade sanglante s'est produite devant les bâtiments de la Marine nationale américaine. Un jour après les drames, les enquêteurs sont toujours à pied d'œuvre. Selon les dernières informations, c'est un seul assaillant répondant au nom d'Aaron Alexis qui a tué 12 personnes et blessé des dizaines d'autres. Le tireur a été abattu sur place par les forces de police.
Cette fusillade est l'incident sans lien avec d'autres le plus meurtrier à Washington en plus de 30 ans. Les autorités affirment qu'elles ne connaissent toujours pas le motif, mais elles affirment ne pas avoir de preuves suffisantes pour lier cette fusillade à un acte terroriste. Presque 24 heures après cette vaste tuerie dans le centre de Washington, il n'y a toujours aucune idée de ce qui a pu la motiver. 12 personnes ont trouvé la mort et des dizaines de blessés sont hospitalisés. Après plusieurs enquêtes sur d'autres suspects, la police américaine conclut maintenant qu'il n'y avait qu'un seul tireur. Aaron Alexis, cet homme âgé de 34 ans qui venait du Texas, est entré sur la base hier matin aux environs de 8h15. Travaillant pour un sous-traitant de l'armée américaine, il a pu entrer sans problème dans le complexe en montrant juste sa pièce d'identité. L'inexplicable, c'est comment est-ce que le suspect a pu passer la sécurité, lui qui était en possession de 3 armes, notamment d'un fusil d'assaut qui aurait été acquis récemment en Virginie, dans la banlieue de Washington. Pourtant, selon la Constitution américaine, un civil ne peut acheter ni être en possession d'armes à feu dans la capitale. Pour l'heure, le périmètre du crime reste encore fermé car les enquêteurs continuent de travailler là-dessus. Il semble toutefois que tout sera en place dans la journée, même si à Washington, les mesures de sécurité ont été renforcées. On parle également du dossier syrien. Le régime de Bachar al-Assad a fait usage des armes chimiques. Voilà ce que disent les experts mandatés par l'ONU pour enquêter. Dans les rapports qu'ils ont remis à Ban Ki-moon, ils ont affirmé détenir de preuves flagrantes et convaincantes de l'usage du gaz dit sarin le 21 août dernier après les Damas, des affirmations que le régime syrien dément toujours. Des armes chimiques ont été utilisées relativement à grande échelle au cours du conflit syrien contre des civils, y compris des enfants, affirme ce texte. Les documents précisent que l'attaque du 21 août, qui a fait plus de 1400 morts, selon Washington, a été perpétrée à l'aide des roquettes sol-sol contenant du gaz sarin, un usage qualifié de crime de guerre par Ban Ki-moon. Aucun doute sur la culpabilité de Damas. La Maison-Blanche a aussi annoncé lundi avoir accordé des exemptions à l'embargo sur l'exportation de matériel de défense vers la Syrie afin de livrer à destination des personnels d'organisations internationales des équipements de protection et des soins contre les armes chimiques. Avant même la publication des premiers éléments de l'enquête, les ministres des Affaires étrangères de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, réunis à Paris le lundi, ont annoncé qu'ils souhaitaient obtenir du Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution forte concernant le conflit syrien. L'accord russo-américain donne une semaine à Damas pour présenter une liste de ces armes chimiques qui devront être détruites d'ici à la fin du premier semestre 2014. Lundi, la Russie toutefois a mis en garde contre toute résolution prévoyant des menaces explicites contre Damas. En sport, en Europe, c'est la grande rentrée de la Ligue des Champions ce soir. La première journée de la phase de poule débute ce mardi et demain mercredi. Entre attentes, surprises et imprévues, 32 équipes, y compris le Bayern Munich, tenante 10 titres, répartis dans 8 groupes, se lancent dans une sacrée bataille jusqu'au 24 mai 2014 pour remporter le 59e titre de l'histoire. Angers et Force en présence avec Vado Simoyamba. Le vainqueur de la dernière Ligue des Champions d'Europe entame la défense de son titre face aux Russes de CSKA Moscou. L'objectif étant de conserver les trophées de la plus prestigieuse de compétition interclub au monde, un défi auquel devra faire face Pep Guardiola, nouvel entraîneur du Bayern Munich. Le CSKA est une équipe redoutable, comme d'ailleurs la plupart des équipes russes ou ukrainiennes engagées en Coupe d'Europe. Et puis elles ont maintenant les ressources financières pour bénéficier d'un effectif de qualité. Mais nous avons une bonne équipe nous aussi. Dans ces groupes D, à suivre également l'opposition entre les Tchèques de Victoria et les Anglais de Manchester City, les Citizens qui n'ont plus droit à l'erreur après 2 échecs en phase des poules lors des 10 dernières éditions. Dès l'entame, les groupes B affichent une opposition qui a les allures d'une revanche entre les Turcs des Galatasaray et le Real Madrid. Les Madrilènes qui courent derrière un 10e titre depuis plus de 10 ans sont plus que confiants avec notamment les tandems en attaque composés de Gareth Bale et de Cristiano Ronaldo. Mais en face, il y aura un certain Didier Drogba. Nous ne sommes peut-être pas l'équipe la plus prestigieuse dans ce groupe à côté du Real Madrid et de la Juventus, mais nous avons les qualités pour les gêner. On verra bien de quoi nous sommes capables. Copenhague-Juventus, deuxième affiche de ces groupes. Logé dans le groupe C, nourri des grandes ambitions en Ligue des Champions d'Europe cette saison, les Paris Saint-Germain jouent les Grecs d'Olympiakos, alors que dans les mêmes groupes, les Belges d'Anderlecht se déplacent au Portugal pour y affronter les Benfica.
Une page noire avant de boucler ce journal. Le monde audiovisuel congolais et la radio-télévision nationale congolaise de nouveau endeuillé. Jean-Marie Kadiata, un des anciens directeurs de la chaîne nationale, est décédé ce mardi. Une très grosse perte pour un des grands encadreurs de journalistes du pays. Qui fut l'homme? Réponse avec Blandine Oubeto et Patine Kerry. Visage attristé, beaucoup d'émotions. La RTNC pleure son caméraman Jean-Marie Kadiata, décédé ce mardi 17 septembre à la clinique Ngaliema de suite d'une courte maladie à l'âge de 61 ans. La mort a encore frappé la famille de la télévision nationale. Ses collègues de service n'en reviennent pas. C'est en 1986 que Jean-Marie Kadiata a débuté sa carrière à la télévision nationale à la direction de production. Honnête et travailleur, l'homme l'était d'après ses témoignages de lui. Jean-Marie Kadiata s'en va et laisse sa famille inconsolable. Le programme des obsèques sera connu dans les prochaines heures. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La revue de presse est dans un instant. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Le rendez-vous du kiosque à Kinshasa et de l'actualité sur le net, c'est la revue de presse présentée par Eric Lukoki ce mardi. Bienvenue. Merci. À la une de votre revue de presse, la rentrée parlementaire de septembre, actualité oblige. Ah oui, à côté des concertations nationales, Freddy, il va se dérouler la